J'ai eu mon accident le 26 décembre 2010, aux environs de 6h30, 15 km après Souza, sur l'axe Douala-Bafan. Je revenais au Cameroun pour la première fois, après en être parti en 2003. Et j'avais terminé mes études. Je venais aussi présenter ma fiancée, avec qui j'étais déjà depuis un certain temps. Et je venais également présenter mon fils à ma famille, comment dire, le retour au pays. Et donc ce voyage à l'ouest était un voyage traditionnel, où il fallait aller remercier les ancêtres de nous avoir couverts de leur protection pendant toutes ces années en Europe. Donc le traumatisme était vraiment puissant de se dire que l'issue de ce voyage, de ce premier voyage après mon départ du Cameroun, aurait pu être tout simplement fatale. Nous étions dans une voiture, un 4x4, avec mes deux parents, mon cousin qui était le chauffeur et une de mes belles tantes. Et c'est alors que j'ai vu surgir de la pénombre un véhicule qui roulait à une allure extrême. Et j'ai juste eu le temps de me rendre compte que le véhicule allait nous cogner, que l'accident s'est produit. Et là, ça a été le noir total, la débandade. Et il a fallu organiser les secours tant bien que mal. J'étais le seul qui était debout, tous les autres étaient par terre. Donc c'était une vision apocalyptique, puisque j'ai vu mes parents, j'ai vu les miens inanimés, hagards. Pour autant, j'avais des blessures, mais que je ne ressentais pas encore, probablement dû au choc. Je précise que dans notre véhicule, nous étions tous attachés avec notre ceinture de sécurité et que nous roulions à allure normale. Mon cousin roulait parfaitement normalement, respectait les vitesses et les dodanes qui étaient présents sur la route. Ensuite, il y a eu l'organisation, si vous voulez, la prise en charge, qui nous a permis de redescendre sur Douala, à l'hôpital La Quintini, pour une prise en charge. Et donc les blessés étaient pris en charge les uns après les autres. Et moi j'étais le dernier, puisque de prime abord j'étais celui qui paraissait le moins affecté. Pourtant ce n'était pas le cas dans la réalité. Donc lorsqu'est venu mon tour, entre guillemets, j'ai été ausculté par un traumatologue qui m'a prescrit du tramadol. Et qui m'a dit que voilà, je ressentais des douleurs dues au traumatisme, dues au choc de l'accident, mais qu'avec ce médicament, ça allait bien se passer. Alors mes parents, c'est deux mamans, ma mère biologique et sa sœur qui s'est occupée de moi, qui m'a élevé. Bon, elles ont été prises en charge. Moi, j'avais constaté un écoulement sanguin au niveau de ma mère biologique. Et puis, ma mère, sa grande sœur qui l'a élevée, avait eu un traumatisme au niveau du genou, qui avait été très fortement touché, en plus du traumatisme psychologique. Mais elles ont été prises en charge à l'hôpital La Quintini sans gravité en fait. Et notre tante, ma belle tante qui était présente aussi dans cet accident, qui avait mis sa ceinture, puisque tout le monde avait sa ceinture dans notre véhicule. Bon, avec le choc en fait, la ceinture lui a littéralement arraché une bande de peau qui matérialise le transfert de la ceinture sur le corps. Donc ça, c'est le traumatisme qu'elle a eu. Et puis mon cousin, qui était le chauffeur, a eu le genou broyé, complètement broyé. Fort heureusement, toutes ces personnes sont vivantes aujourd'hui. Le genou de mon cousin s'est reconstitué. Heureusement, ma mère n'a pas eu d'autres problèmes en dehors de ces écoulements sanguins. Mon autre maman, sa grande sœur, n'a pas eu d'autres problèmes en dehors de ce problème au tibia. Donc tout s'est très bien passé. Et même pour ceux qui nous ont cognés, que j'avais aussi pris en charge dans le véhicule qui nous ramenait à La Quintini, à ce que je sache aujourd'hui, du moins quand nous étions sortis de l'hôpital, tout le monde était plutôt sain et sauf. Moi, je n'ai pas dormi à l'hôpital suite à cet accident. Moi, je rentre à la maison, à Akwa, à Douala, pendant que mes parents et d'autres personnes qui étaient impliquées dans l'accident, y compris ceux qui nous ont cognés, étaient donc hospitalisés. Et plus les jours passent, plus les douleurs se font intenses. C'est-à-dire que quand je prenais le tramadol, effectivement, je n'avais plus de douleur.
Mais au bout de quelques heures, la douleur revenait de manière encore plus intense. Et au bout d'à peu près 5-6 jours, voilà, la déglutition devenait très compliquée, parler devenait très compliqué, respirer devenait très compliqué. Et j'ai eu, pour ainsi dire, une alerte qui m'a amené à me dire qu'il fallait peut-être que je rentre, parce que j'avais quand même des échos de situations au cours desquelles, après un accident, où a priori tout allait bien, ben, les gens finissaient par tomber parce qu'il y avait des traumatismes qui n'avaient pas été diagnostiqués, qui n'avaient pas été bien analysés. Donc j'ai eu cet éclair-là à peu près, je ne sais pas comment l'expliquer, et j'ai décidé d'écourter mon séjour et de rentrer en Europe où je vivais à Lyon. J'ai pris l'avion et quand j'ai atterri à Paris, à Roissy, je n'arrivais plus à marcher. J'avais des douleurs atroces dans la poitrine et en effet parce que mon sternum a été brisé suite à cet accident. Et avec le phénomène d'altitude, dépression, pression, c'est ce qui m'a été expliqué à l'hôpital quand je suis arrivé. Donc les ossements ont bougé dans la poitrine. Donc quand je suis arrivé à Roissy, la douleur était telle que j'étais quasiment incapable de me mouvoir tout seul. Et donc à l'hôpital, un scanner a été effectué et qui a tout de suite révélé, c'est assez impressionnant, un puzzle dans ma poitrine, un puzzle désordonné si vous voulez. Donc on voyait bien comment le sternum avait été fracturé en petits morceaux et qui se baladait en fait dans la poitrine. Tout le monde était surpris parce que j'ai dit que j'avais eu un accident quasiment 8 jours avant sur la voie publique et la question que tout le monde se posait c'était de savoir comment est-ce que j'ai pu survivre en fait avec ces ossements très très petits, très tranchants, sans avoir une perforation ni d'un viscère, sans avoir une section ni d'une veine, ni d'une artère. Bon, la réponse à la question, il n'y a pas de réponse. C'est la vie, c'est le miracle de Dieu, je suis croyant. Il s'est rapidement posé la question de savoir comment on allait faire pour réparer finalement ce dégât important. Le chirurgien qui s'occupait de moi a proposé de faire une opération. Mais face au questionnaire médical qui est très souvent posé dans ces cas, moi je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas, je n'avais pas d'antécédents ni cardiaque ni thoracique. Le chirurgien s'est senti un peu, entre guillemets, coupable. Il m'a expliqué pourquoi, tout simplement. Il m'a dit, voilà, si on t'opère avec ton passif qui est plutôt vierge, il faudra que tu retournes sur la table d'opération quasiment tous les 2 ans pour changer le fil de plomb qu'on t'aurait mis pour consolider ta poitrine. Et ça, c'était une décision difficile pour lui à prendre. Voilà comment il a proposé une autre méthode qui a consisté à m'immobiliser en fait, m'immobiliser sur un lit, un peu comme un corps, un peu comme un cadavre, je ne bougeais pas. J'avais tout le dispositif d'assistance pour manger, pour faire mes besoins, etc. Et l'idée, c'était de permettre une position statique pour que les ossements puissent se rapprocher progressivement. Et donc, des contrôles étaient effectués, je crois, tous les 3-4 jours. Ça a duré 3 semaines à peu près, 2 semaines et demie, 3 semaines, où j'étais vraiment immobilisé. Et Dieu soit loué, au bout de ce temps, voilà, on a pu constater que le sternum s'était reconstitué, non pas en tant qu'un os normal, parce que c'est un os un peu plat, c'est plutôt une boule qui s'est formée à la place du sternum au niveau de ma poitrine. Aujourd'hui, ou du moins après cette expérience à l'hôpital, j'ai eu une contre-indication absolue en dehors des médicaments qui m'ont été prescrits. Je me voyais signifier l'interdiction de faire des sports de contact, des sports de groupe, parce que en cas de bousculade, ce pseudo-sternum fragile désormais pouvait de nouveau voler en éclats et causer des problèmes beaucoup plus importants. Je suis commercial dans la vraie vie, je suis délégué médical, délégué pharmaceutique et délégué hospitalier. Je suis professionnel de la route, je pratique la route tous les jours, je fais plus de 90 000 km par an dans le cadre de mes activités professionnelles. Alors, il s'est donc posé la question du certificat médical, de la visite médicale qui devait me permettre de reprendre mon travail. Et là, ça n'a pas été chose facile parce que il a été décelé, évidemment, un traumatisme psychologique dû à cet accident. Je rappelle, moi, j'ai vu la voiture venir nous cogner. Ça s'est passé très rapidement, mais je l'ai vu. Et je ne souhaite véritablement cela à personne parce qu'on voit sa mort et on est véritablement impuissant. Donc ça m'a traumatisé. Et d'ailleurs, le traumatisme est encore présent aujourd'hui. Et donc, il a été très compliqué pour moi de reprendre mon métier.
j'avais des absences, j'avais des phobies, j'avais des peurs inexpliquées. Et c'était à un moment donné très dangereux pour moi qui pratique la route au quotidien. Donc ça a nécessité un accompagnement psychologique sur la durée. Et les résultats n'étaient pas, je dirais, aussi probants. C'est ainsi que, voilà, dans la discussion, il est venu à l'idée, pourquoi pas de s'engager en fait. De s'engager dans une cause qui a failli vous coûter la vie peut parfois permettre de trouver une guérison, de panser ses plaies. Et c'est là où le cheminement a donc commencé pour aboutir à la création de l'association. Donc avec des amis et les conseils des psychologues que j'avais eus après mon suivi, nous avons donc créé cette association pour sensibiliser les usagers. Évidemment, au départ, c'était uniquement la route. C'est par la suite que nous avons élargi notre champ d'action sur d'autres domaines de l'incivisme. Mais le projet phare, c'est l'incivisme, la lutte contre l'incivisme routier, ou alors, si vous voulez, la promotion du civisme routier. En d'autres termes, le respect des règles du code de la route. Parce qu'au bout, ce sont des vies qui sont sauvées. Par contre, l'irrespect, le non-respect, l'incivisme provoque inéluctablement la mort. Il ne s'agit pas de faire des discours, il ne s'agit pas de sensibiliser depuis un bureau, etc. Non, il s'agit de descendre sur la voie publique. Nos bénévoles, qui sont extrêmement déterminés, consciencieux, arborent une chasuble pour être reconnaissables. Nous avons ensuite des tracts avec des messages simples qui reprennent les règles de base du code de la route, dirigés vers à la fois les conducteurs, les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes, mais aussi, très très important, les piétons. Les piétons, c'est très important, on oublie très souvent, mais les piétons sont beaucoup plus nombreux que tout le monde. Donc, il y a aussi des règles du code de la route à respecter de la part des piétons. Pourquoi vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité? Pourquoi vous ne respectez pas le feu rouge, par exemple? Pourquoi vous n'accordez pas la priorité lorsqu'elle est obligatoire et même nécessaire? Pourquoi vous n'êtes pas courtois sur la route? Pourquoi vous roulez à vive allure? Pourquoi vous prenez 6 passagers, 7 passagers, parfois 8 dans une voiture prévue pour 5? Pourquoi? Et dans le cas des bus, pourquoi vous prenez, je ne sais pas moi, 70 personnes dans un bus prévu pour 60? C'est un exemple. Pourquoi? Pourquoi vous n'assurez pas un contrôle technique de votre véhicule avant de prendre la route? Pourquoi vous n'assurez pas votre véhicule? Pourquoi il n'y a pas de phare qui fonctionne, etc. Ces questions permettent à l'usager de s'exprimer. Parce que nous souhaitons comprendre quelle est sa psychologie au moment même où il est en train de commettre un acte d'incivisme qui est ancré dans son habitude. Ils nous répondent et croyez-moi, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils connaissent les règles. Mais c'est une sorte de laisser-aller, c'est une sorte de négligence, c'est une sorte de fatalité. On va faire comment? Ça, c'est une question, une réponse qui revient très souvent à nos questions. On va faire comment? C'est le Cameroun, c'est comme ça, etc., etc. On doit gagner notre vie pour ceux qui prennent 6-7 personnes dans le taxi. On est en ville, on ne trouve pas la nécessité de mettre la ceinture parce qu'on doit sortir tout le temps, rentrer dans la voiture, etc. Je dois travailler tel nombre d'heures pour rentabiliser. Bref, tout un tas de raisons qui permettent de s'échapper de sa responsabilité en réalité. Parce qu'en réalité, ils savent quelles sont les conséquences de ces actes inciviques au quotidien. Ils savent que ça provoque des accidents, ils savent que ça provoque des morts. Et pour la plupart, ils en ont même déjà été victimes, comme la majorité de la population, soit directement, soit indirectement. Après cette phase de découverte, en fait, où on laisse parler les usagers, nous passons à la phase de sensibilisation effective. En disant simplement, on n'a pas inventé la roue, en rappelant simplement ce que je viens de vous dire, à savoir, en cas d'accident, une ceinture de sécurité permet de sauver des vies, permet de limiter les risques. Moi, elle m'a sauvé la vie, par exemple. Même comme elle m'a fracassé le sternum, si je n'avais pas mis ma ceinture ce jour-là, je ne sais pas dans quel état j'aurais été et peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Et c'est exactement le cas pour tout le monde. Lorsqu'on conçoit une voiture de 5 places, on fait des crash tests. Les crash tests, c'est des tests d'accident à des vitesses différentes et on fait des tests de désincarcération avec 1, 2, 3, 4, 5 passagers pour le cas d'une voiture de 5 places. Alors quand on met 6 personnes dans une voiture, on fausse les données en cas d'accident. La 6e personne devient celle qui va augmenter l'accident, les risques de l'accident, les conséquences de l'accident. La 7e personne, j'en parle pas. La 8e, parce que moi j'ai vu des voitures dans lesquelles on met 8 personnes, c'est compliqué, jusqu'à mettre des gens dans le coffre. Bon,
c'est très compliqué en cas d'accident. Est-ce qu'on a conscience de cela? C'est ce que nous rappelons. Nous rappelons donc ces risques et nous invitons de manière totalement aimable, courtoise, ces usagers à changer de comportement, à adopter de bons comportements qui du reste sont connus, mais qui sont simplement négligés, qui sont simplement bafoués volontairement pour des raisons qui en soi ne tiennent pas la route. Quelle est la valeur qu'on accorde à notre vie humaine dans notre quotidien? Est-ce que pour des considérations économiques, est-ce que pour des considérations sociales, on est prêt à risquer sa vie tous les jours? C'est cette question qui doit être posée. Et moi, je prends souvent un exemple. Lorsque moi, je fais ces sensibilisations, je pose la question de savoir à chaque usager, si on vous dit que votre enfant, votre femme, votre mère a été renversée sur la voie publique par un chauffeur qui était ivre, par un chauffeur qui n'a pas respecté le feu rouge, alors que votre mère avait le feu vert pour piétons, par un chauffeur qui roulait à plus de 20 km/h ou 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, par un chauffeur qui n'avait pas mis sa ceinture de sécurité, quelle serait votre réaction? Alors je peux vous garantir que là, la lucidité revient très rapidement. Il n'y a personne qui dit ou qui est capable de dire qui comprendrait. Non, non. Tout le monde est conscient à ce moment-là que le chauffeur en question était en tort. Et ça témoigne d'un fait. L'incivisme chez nous, en tout cas sur la route, c'est de la négligence. Ce n'est pas par méconnaissance du code de la route, c'est plus par négligence. Et ça, c'est dramatique. Donc nous nous attelons à rappeler tout cela aux usagers en espérant avoir touché leur cœur en fait, en espérant avoir touché leur cerveau pour que immédiatement le prochain feu rouge soit respecté, pour que immédiatement ils se mettent à prendre 4 passagers au lieu de 5, au lieu de 6, pour que immédiatement il applique la limitation de vitesse, pour que immédiatement il mette sa ceinture de sécurité et fait mettre la ceinture à ses passagers. C'est ça l'objectif. Une vie de sauvée, c'est un succès total pour notre association. La route, c'est l'espace le plus commun qui existe dans notre société. Que vous soyez riche, pauvre, musulman, chrétien, l'incivisme ne connaît pas de chapelle politique, religieuse, de genre, de catégorie socio-professionnelle, d'âge. Nous sommes tous exposés. Personne n'est en sécurité. Moi, je peux être dans mon véhicule avec ma ceinture, respecter la signalisation, respecter le feu, la limitation de vitesse, avoir une voiture assurée, impeccable, contrôle technique à jour, et par contre, me faire emboutir par quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas respecté ses règles. Donc, il faut être en règle, mais il faut s'assurer que tout le monde soit en règle pour que ça marche très bien. Ce qui est important aujourd'hui, au bout de à peu près 2 ans et demi, 3 ans d'activité, nous nous sommes tout de même rendus compte, parce qu'il faut faire un bilan, qu'il est très difficile de faire changer de comportement à des adultes qui justement ont des pratiques d'incivisme de 10, 15, 20, 30 ans. C'est très compliqué. C'est pour ça que nous avons sollicité, en tout cas nous avons pensé que cette sensibilisation au civisme, que cette lutte contre l'incivisme devait commencer dès le bas âge. En se disant, lorsqu'on apprend à lire, lorsqu'on apprend à écrire et à compter, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a le cerveau meuble apte à imprégner, à ingurgiter, ben autant en profiter pour transmettre des bonnes valeurs à nos enfants. Nous avons donc sollicité le ministère de l'enseignement de base, qui est le premier à avoir répondu à notre appel avec une autorisation d'exercer. Donc, depuis quelques mois, nous allons désormais dans les écoles de la République pour commencer à parler de civisme. Et ce qui concerne ce premier projet, le civisme routier, le code de la route, avec nos chers enfants. Pour qu'en grandissant, ben, qu'ils adoptent ces comportements réflexes et non pas exceptionnels que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, le port de la ceinture de sécurité est exceptionnel. Ça doit devenir un réflexe. Or, pour que ça devienne un réflexe, nous pensons qu'il faut un changement de génération. Quasiment. Hein? Donc, les enfants d'aujourd'hui, de la maternelle, du primaire, seront les adolescents de demain. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, des jeunes adultes. Donc, s'ils grandissent avec ces réflexes, nous pensons que naturellement, il y aura une inversion de la tendance à l'incivisme dans notre pays. Il y aura donc une diminution des hécatombes sur nos routes, naturellement, une diminution des accidents. Et comme on ne peut pas éviter les accidents, le risque zéro n'existe pas, il y aura au moins une diminution des conséquences liées aux accidents. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut former la jeunesse, qui est le fer de lance de la nation, qui est l'avenir du pays. Mais pourquoi pas former une jeunesse consciente, responsable, qui pourra garantir un mieux vivre demain. Naturellement, nous avons sollicité le ministère de l'enseignement secondaire parce qu'il faut
un continuum, il faut une continuité. L'apprentissage, du moins primaire et secondaire, va de la maternelle jusqu'au bac. Nous pensons qu'à l'obtention du bac, pourquoi pas permettre à nos enfants d'obtenir en même temps le permis de conduire pour marquer leur citoyenneté, exemplaire. Un permis de conduire en même temps que le bac, c'est génial. En même temps qu'on va à l'université pour acquérir un savoir beaucoup plus important, au niveau de la société, on a les codes, on a la formation nécessaire pour respecter l'environnement dans lequel on évolue, éviter les accidents, éviter les autres incivismes, parce qu'il n'y a pas que l'incivisme routier. Nous avons sollicité également le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Quoi de plus normal? Nous parlons de promotion du civisme. Donc travailler avec ce ministère, c'est capital, c'est tout à fait naturel. Nous avons sollicité le ministère des Transports pour ce qui concerne la partie sécurité routière, ce qui est tout à fait logique, puisque notre objectif commun, c'est de limiter les accidents, c'est d'assurer une sécurité sur nos routes. Et donc, le changement de comportement fait partie de ces objectifs, nous dans la sensibilisation et ce ministère dans l'accompagnement, l'éducation également, et pourquoi pas la formation des conducteurs, etc., etc. Nous allons solliciter le ministère des Sports parce que, tout comme la culture, tout comme l'art, le sport est un puissant vecteur universel. Le message sportif est compris partout dans le monde. Et comme au Cameroun, nous sommes des sportifs invétérés, nous avons pensé que véhiculer des messages de promotion du civisme et de lutte contre l'incivisme à travers le sport était quelque chose de fondamental. Donc nous allons solliciter le ministère des Sports pour pouvoir être présents aux abords des stades, pendant les compétitions, pour rappeler à nos chers supporters, à nos chers concitoyens, ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est bien de respecter les règles du civisme sur la route, au niveau de l'environnement avec les déchets, au niveau de la santé avec des maladies, se protéger, le cas du Covid, mettre un masque, se laver, etc. les mains, pour préserver la vie de tout le monde. Donc voilà un peu ce que c'est que CISAL, ce que nous menons comme action, donc sur la voie publique pour sensibiliser les usagers de manière directe, sensibilisation de proximité, dans les écoles pour préparer les jeunes à grandir avec les réflexes civiques qui vont les protéger, mais aussi nous allons adresser les garagistes pour sensibiliser sur le fait que voilà, faites votre travail de manière consciencieuse. Si une voiture a véritablement un problème, réparez ce problème, ne laissez pas partir la voiture avec un problème. Pareil pour les centres de contrôle automobile, contrôle technique. C'est une responsabilité énorme que de libérer une voiture qui n'est pas à jour. Or, on constate très souvent que beaucoup de voitures impliquées dans les accidents n'ont pas de contrôle technique à jour. C'est terrible. Donc il faut sensibiliser aussi ce public. Nous allons sensibiliser naturellement les usagers, les compagnies de transport, les grands bus, les compagnies de transport de bois par exemple, à l'Est, il y a beaucoup trop d'accidents avec les grumiers pour qu'ils respectent les règles minimales du code de la route afin que tout le monde se sente en sécurité sur cet espace public partagé qu'est la voie publique. Nous sensibiliserons aussi tout ce qui concerne les compagnies d'assurance. C'est important qu'ensemble nous travaillons en synergie pour que les gens soient mieux assurés, pour que les gens comprennent le bien fondé de s'assurer. Parce qu'en cas d'accident, c'est l'assurance qui vous prend en charge et qui vous permet de vous remettre sur pied. Or, quand vous roulez dans une voiture qui n'est pas assurée, tant qu'un accident vous est pas arrivé, effectivement, vous vous croyez invulnérable. Mais il suffit d'un seul accident. Il suffit d'une seconde pour balayer toutes les chances que vous avez eues et pour lesquelles vous êtes passé entre les mailles du filet. Un seul accident suffit pour tout arrêter et perdre votre vie finalement et faire perdre la vie de vos passagers. Et ça, c'est vraiment dramatique. Dans tous les cas, CISAL se veut une association qui va se faire approprier par la masse. Parce que c'est un combat pour tout le monde. L'incivisme concerne tout le monde. Et donc c'est tous ensemble que nous devons vraiment prendre ce problème à bras le corps. Ceux qui nous dirigent, nous les usagers, les jeunes enfants, bref, tout l'écosystème autour de la route pour ce qui concerne le civisme routier, mais autour de la société pour ce qui concerne le civisme en général, pour préparer une société meilleure, pour donner une meilleure image de notre pays. C'est banal à dire, mais c'est important. Nous avons accueilli une compétition majeure au mois de janvier où le monde entier nous regardait. Et c'est bien aussi de montrer une belle image au niveau du civisme dans notre pays. Nous avons accueilli une compétition encore plus majeure en janvier 2022. Il serait vraiment bon que ceux qui vont venir visiter notre pays, que ceux qui vont voir notre pays à travers les écrans sur Internet se disent que tiens, les Camerounais respectent le code de la route, c'est agréable de rouler au Cameroun. Les Camerounais ne jettent pas les ordures par terre, à tort et à travers. Les Camerounais, face au Covid, se protègent, lavent les mains, respectent la distanciation sociale, etc. Et qui va attirer les touristes, qui va attirer la curiosité et qui va permettre que le Cameroun brille davantage et rayonne. Et je vais vraiment remercier les ministères qui nous accompagnent déjà dans notre mission, l'enseignement de base,
la jeunesse et l'éducation civique, et très bientôt le ministère des Transports, et bientôt, je l'espère, les autres ministères que j'ai cités, et pourquoi pas tous les autres qui sont... Parce que le civisme doit infuser, la lutte contre l'incivisme doit infuser finalement dans la société. Vous savez qu'il y a des ministères qui vont être plus impliqués que d'autres, mais l'idéal, c'est que tout le monde soit impliqué en fait, parce que ça concerne tout le monde.